La découverte de l'inconscient nous pose un sérieux problème philosophique. Parce que, de fait, voir notre conscience, notre je pense, notre cogito, finalement investi ou dissimulé ou perturbé par des forces qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne voit pas, c'est un petit peu embarrassant pour la conduite de notre pensée, bien évidemment. Nous ne pouvons plus, je crois, aujourd'hui, nous imaginer que nous sommes absolument transparents à nous-mêmes. Je crois, d'une certaine façon d'ailleurs, que cette absence de transparence en nous-mêmes est le moteur même de notre exigence de transparence dans notre vie publique. Enfin, nous ne voudrions pas, nous ne souhaiterions pas autant de transparence dans la vie publique si finalement la transparence n'était pas devenue un problème pour nous. Et en réalité, si nous voyons autant de complots partout, si nous nous imaginons partout voir des arrière-pensées dans la vie politique, si nous réclamons toujours d'y voir clair, c'est peut-être parce que nous pressentons évidemment que les choses ne sont pas par nature transparentes par elles-mêmes dans notre conscience et dans notre vie. Il y a toujours un parallélisme entre la vie de l'esprit individuel et personnel et la vie de la cité. Voilà, nous projetons et nous nous comprenons à partir de la vie de la cité. Sauf que cette exigence de transparence, bien évidemment, ne peut pas s'atteindre aussi facilement dans la vie de l'esprit. Il ne suffit pas de réclamer de la transparence pour que la transparence se fasse, bien sûr. Si l'inconscient existe, il n'est pas un bon petit soldat à qui nous pouvons donner comme ça des ordres, et il ne suffit pas de lui dire « Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille, rends-moi ma pensée, rends-moi l'intégralité de ma pensée », pour que l'inconscient, évidemment, s'en aille sur la pointe des pieds en s'excusant de nous avoir perturbés. Ça n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Voilà, donc évidemment, ceci dit, cette exigence de transparence peut conduire certains philosophes, comme Sartre par exemple, ou d'autres comme Alain, à tout simplement écarter radicalement la présence de ce passager clandestin au cœur de notre esprit, pour décréter et déclarer que l'inconscient n'existe pas, ou comme Sartre, qu'il est extrêmement conscient, et tenter de lui substituer quelque chose de l'ordre de la mauvaise foi. Alors évidemment, on ne gagne pas grand-chose en réalité à loger la mauvaise foi au cœur de notre pensée ou au cœur de l'humanité, plutôt qu'un inconscient, même si évidemment il est peut-être plus simple de sortir de la mauvaise foi que de se débarrasser de son inconscient. Mais en réalité, on ne gagne pas nécessairement beaucoup de choses. Je crois que pour gagner quelque chose, il va falloir essayer d'entrer dans une autre stratégie et peut-être se poser une bonne fois la question, pouvons-nous neutraliser notre inconscient? Pouvons-nous neutraliser les forces qui s'agitent dans notre esprit et qui viennent contrarier constamment nos intentions, nos pensées, et qui viennent s'immiscer dans notre réflexion? Quelle action pouvons-nous avoir sur toutes ces forces-là, ou peut-être bien que nous risquons de découvrir que nous ne pouvons en avoir aucune, et qu'en réalité nous sommes définitivement livrés à ces forces inconscientes, comme nous sommes livrés à la surface de la Terre aux forces telluriques, et obligés malgré tout de subir les tremblements de terre, de subir les effondrements de terrain, de subir toutes ces catastrophes naturelles. Peut-être bien qu'il y a aussi dans notre esprit, du moins si nous n'arrivons pas à nous en rendre maîtres, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Nous serions obligés de subir les mouvements telluriques de notre esprit et d'en subir les catastrophes à notre conscience, si du moins nous n'arrivons pas à y faire quoi que ce soit. Pour comprendre ce que nous pourrions faire pour essayer de reprendre la main sur notre esprit, il faudrait d'abord que nous réussissions à cerner la façon dont notre inconscient agit sur notre pensée. Or là, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est qu'en réalité, l'inconscient, c'est d'abord et avant tout de la mémoire,
Et cette mémoire, elle pousse évidemment dans le passé, elle s'immisce dans nos représentations, elle porte quelque chose du passé dans le présent. En d'autres termes, c'est un petit peu comme si, à travers la question de l'inconscient, nous entrions dans la compréhension même de la causalité du monde, c'est-à-dire que le passé conditionne le présent, ce qui se passe à l'instant T n'est que l'effet de ce qui s'est passé à l'instant T-1. Enfin, c'est déjà comme ça que la science comprend l'état du monde. Or, il y a peut-être déjà dans la compréhension que nous avons de l'inconscient et de son moyen d'action, eh bien quelque chose de cet ordre-là. Nous nous comprenons nous-mêmes comme nous comprenons et comme nous cherchons à connaître d'ailleurs n'importe quoi d'autre, donc nous cherchons à nous connaître de la même façon, c'est-à-dire que nous faisons de notre présent la juste et la simple suite ou le simple effet de ce qui s'est passé avant. Voilà, donc mon enfance en réalité conditionne ma vie d'adulte. C'est bien ça qui est au cœur du complexe d'Oedipe d'ailleurs, c'est que voilà, mes premières émotions, mes premiers refoulements vont conditionner l'intégralité de mon existence de vie d'homme, et en réalité je vais produire ou pas des symptômes, je vais connaître ou pas telle ou telle névrose en fonction de la façon dont j'ai vécu ces premières émotions ou ces premiers drames de mon existence. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de l'inconscient, c'est que l'enfance en réalité conditionne notre vie d'adulte, ce qui est d'ailleurs à peu près la même chose que dans les strates de la géologie. En réalité, la vie de la Terre hier conditionne la vie de la Terre aujourd'hui, et c'est bien comme ça d'ailleurs que nous anticipons également notre avenir, puisque l'état, en réalité, l'état de la planète, eh bien, conditionne notre vie demain sur la planète. Donc c'est toujours cette même idée qu'en réalité, le passé vient conditionner et exercer son influence ou sa causalité directe d'ailleurs, selon les cas, sur notre présent. Donc il y a bien dans le fonctionnement même de l'inconscient quelque chose de l'ordre d'un respect du sens du temps, quoi. Le temps s'écoule du passé vers le présent, et en réalité notre avenir ne sera que la continuité logique ou psychologique de notre enfance ou de notre passé. Il y aura donc une continuité, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura rien qui se produira, sinon que, en d'autres termes, les conséquences ou les fruits viendront sur l'arbre. C'est un petit peu ça l'idée, et ce que nous avons semé, en réalité, eh bien, nous serons obligés de le consommer dans notre vie. Voilà, c'est l'idée donc que le temps s'écoule, et il s'écoule toujours à partir du passé. Voilà. Je crois que c'est un petit peu ça, fondamentalement, les conditions même de l'existence de notre inconscient sur notre conscience. Les conditions même de l'influence de notre inconscient sur notre conscience sont donc intrinsèquement liées à notre dimension temporelle. Voilà. Si nous n'étions pas temporels, c'est-à-dire si nous étions, je ne sais pas moi, des choses soit figées dans l'éternité, soit figées dans l'instant, eh bien nous n'aurions pas, enfin ne s'ouvriraient pas les conditions d'une influence de notre inconscient sur notre conscience. Celle-ci ne s'ouvre et n'est possible que parce que nous avons un passé, un présent et un avenir. Voilà, donc il n'est pas possible de répondre à la question que nous nous sommes posée si nous n'entrons pas quelques instants dans une méditation sur la question du temps, sur cette tripartition du temps entre passé, présent et avenir, et sur cette prévalence du passé, parce que finalement, s'il y a trois dimensions du temps, un passé, un présent et un futur ou un avenir, eh bien, ça veut dire peut-être que notre conscience est capable de concevoir, ou en tous les cas de vivre ou de se positionner dans les trois dimensions de cette temporalité. Il est clair que je peux, par exemple, me remémorer le passé. Voilà, je peux penser à ce que j'ai fait hier, à ce que j'ai fait même il y a très longtemps, et je peux me remémorer tout cela, voir le réactiver, en voir ressurgir
les images dans ma conscience via l'imagination qui va évidemment se charger de les produire et qui va aller puiser dans ma mémoire, peut-être d'ailleurs en les transformant radicalement, un certain nombre d'images vécues, et je peux me reporter comme ça en ces temps d'hiver. Ce n'est pas désagréable, eh bien, en ces beaux jours d'été où finalement le soleil brillait, nous pouvions marcher tranquillement en dehors de toute espèce d'autorisation réglementaire, etc. Donc il y a une capacité et une possibilité pour notre esprit de faire ressurgir le passé. Alors évidemment, on peut dire que cette capacité que possède la conscience de faire ressurgir le passé vient de ce que la conscience a mémorisé, enfin de ce que nous avons plutôt mémorisé un certain nombre de perceptions. Et en d'autres termes, le passé, c'est du temps qui n'est plus, voilà, mais du temps qui a été et qui n'est plus. Bien plus compliqué serait évidemment de mémoriser des choses qui n'ont pas été, puisque en réalité, nous nous imaginons que le sens de la mémorisation, c'est évidemment de percevoir et ensuite de stocker ce que nous avons perçu. Sauf que il n'en demeure pas moins pour autant que nous sommes capables aussi d'anticiper l'avenir, et nous savons par exemple que si l'on veut vraiment faire quelque chose intelligemment, eh bien il faut se le représenter par avance. Je pense par exemple à certains champions de ski dont on voit la préparation juste avant une course. Ils sont là, les yeux fermés, et ils sont là à refaire le tracé de la course qu'ils vont faire, et ils le font pour la mémoriser. C'est intéressant. Donc ça veut dire que c'est pas seulement la perception qui permet la mémorisation, mais c'est aussi ce que je conçois, ce que je me représente intérieurement qui permet la mémorisation. C'est-à-dire que peut-être bien que la mémoire en réalité ne distingue pas dans la perception ce qui est une perception réelle de ce qui est une perception imaginaire ou une simple représentation de l'esprit. Il n'en demeure pas moins que le champion de ski est capable de mémoriser le tracé de sa course simplement en fermant les yeux et en se le représentant, donc en l'apprenant. Au même titre que d'ailleurs nous pouvons étendre cette expérience-là à d'autres cas de figure. Il va de soi que celui le musicien, fait exactement la même chose, je crois. Le musicien se représente la totalité de sa partition avant de la jouer. Le musicien l'a intégrée, il l'a sans doute perçue, photographiée, il ne l'invente pas, mais en tous les cas, il se la repasse, il se la rechante comme un comédien peut se repasser son texte avant d'entrer en scène, etc. Donc il y a quand même malgré tout quelque chose de l'ordre d'une préparation de l'avenir dans notre vie qui se manifeste à travers notre capacité à anticiper ce que nous allons vivre, ce que nous allons faire, pour pouvoir peut-être le faire au mieux. Donc il n'y a pas seulement que le passé qui se mémorise, il y a aussi curieusement une activité de l'esprit qui est capable de se représenter ce que nous allons faire et de mémoriser cette représentation comme si en réalité nous l'avions vécu. Non, mais nous ne l'avons pas vécu, nous allons au contraire la vivre, et c'est pour bien la vivre que nous l'anticipons et que nous la préparons dans son déroulé même à travers notre activité de conscience, notre activité spirituelle, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais cette anticipation qui fait que nous nous représentons ce que nous allons vivre avant de le vivre, et c'est bien évidemment cette anticipation qui nous permet de réussir ce que nous préparons à faire. Donc il y a quand même là quelque chose d'intéressant dans la vie de notre esprit qui signifie que ce n'est pas seulement le passé qui se compile, en tout cas ce n'est pas seulement les perceptions passées qui se compilent dans notre conscience, mais peut-être aussi une certaine façon d'anticiper l'avenir, de la préparer, de préparer cette action que nous allons faire, de la préparer consciemment, de l'imaginer. Et là, évidemment, l'imagination vient au secours de notre perception, et nous pourrions tout aussi bien dire que nous mémorisons ce que nous avons imaginé et ce que nous avons fait l'effort d'imaginer dans notre conscience.
cette dernière idée que finalement nous pouvons nous représenter notre avenir et faire en sorte que notre action s'écoule à partir de cette représentation. En tous les cas, le champion de ski qui fait sa course, eh bien, il repasse en même temps qu'il est en train de courir. Évidemment, il est comme précédé par cette course qu'il a mémorisée avant même de la produire, et il essaie de faire en sorte que son action corresponde bien évidemment à ce qu'il faut qu'il fasse par rapport à ce qu'il avait anticipé. Donc il y a quand même là quelque chose d'extrêmement intéressant qui consiste à dire que notre présent peut s'écouler à partir de notre avenir et non pas seulement à partir de notre passé. C'est bien évidemment ce que je me représente de ma vie, cette représentation de mon avenir dont ma conscience se montre absolument capable, c'est à partir de cette représentation de mon avenir qu'en réalité mon présent peut s'écouler. Et si j'arrivais bien évidemment à faire en sorte que je ne sois pas perturbé par autre chose, c'est-à-dire si j'arrivais à me concentrer exclusivement sur cette représentation de mon avenir qui explique ce que je fais dans mon présent, eh bien la question se poserait alors de savoir si je suis encore sous la possibilité d'une influence de mon inconscient, c'est-à-dire d'une influence de mon passé. Je prends une expérience assez simple. Lorsqu'un musicien, par exemple, c'est souvent ce qu'on entend dire dans les conservatoires ou ce qu'on entend dire par les maîtres de musique, lorsqu'un musicien joue une partition, eh bien, il faut qu'il soit complètement à sa partition, il faut qu'il soit complètement dans sa concentration. Si jamais, tout d'un coup, il cesse de se concentrer sur sa partition parce qu'il a l'œil attiré par quelque chose, ou parce que tout d'un coup, il se regarde lui-même jouer en public et se demande à quoi il ressemble, alors à ce moment-là, il perd le fil de sa concentration, et c'est justement là qu'il devient mauvais. Donc en réalité, pour être totalement à ce qu'on fait, il ne faut pas exercer de retour sur soi, il ne faut pas se regarder faire, en d'autres termes. Se regarder faire et faire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Or, l'artiste comme le sportif qui ne se regarde pas faire, mais qui se contente de faire, qui est donc tout entier dans la concentration de son présent qui s'écoule à partir de l'idée qu'il a de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de son avenir, eh bien celui-là réussit parfaitement, et je crois que de celui-là, on peut dire qu'il ne subit pas, qu'il ne subit plus, en tous les cas, l'influence de son passé, pendant qu'il fait ce qu'il a à faire. Mais néanmoins, cette expérience est absolument passionnante, est absolument fascinante, même parce que, en réalité, elle ouvre des perspectives absolument sublimes sur notre existence et sur la façon dont nous pourrions peut-être neutraliser notre inconscient, c'est-à-dire neutraliser l'influence de notre passé sur notre présent. Eh bien, je crois qu'il faut dire les choses assez simplement. En réalité, cette influence de notre passé sur notre présent s'ouvre d'autant plus que nous ne sommes pas capables de faire en sorte que notre présent s'écoule à partir de notre avenir, donc parce que nous ne sommes pas capables d'avoir suffisamment engagé notre avenir vers quelque chose, et évidemment, si nous ne l'avons pas engagé vers quelque chose, à ce moment-là, eh bien, nous retombons sous l'influence de notre passé, au même titre d'ailleurs que si nous ne nous concentrons pas absolument sur quelque chose, eh bien, nous sommes à ce moment-là rattrapés par des perturbations ou en tous les cas, oui, des espèces de clandestins qui viennent, de souvenirs clandestins qui viennent perturber ce que nous sommes en train de faire. Donc il y a bien, malgré tout, dans notre dimension temporelle, quelque chose qui vient se manifester. C'est soit nous nous plaçons, ou nous nous trouvons placés, mais il faudra réfléchir pourquoi, sous l'influence de notre passé, et dans ces cas-là, le temps s'écoulant, du passé vers le présent, nous sommes livrés à l'influence de notre inconscient, ou alors nous sommes capables de jeter comme un harpon vers l'avenir et faire en sorte que notre présent s'écoule à partir de notre avenir parce que nous sommes concentrés, absolument concentrés sur ce que nous avons à faire. Et dans ces cas-là, si notre présent s'écoule à partir de notre avenir et non plus à partir de notre passé, on ne voit pas très bien comment l'inconscient pourrait encore exercer son influence, parce qu'en réalité,
notre présent ne viendrait plus du tout du passé, mais seulement de notre avenir. Or, comme il se trouve que notre conscience a ce pouvoir assez formidable de se représenter l'avenir et de faire en sorte, comme un harpon jeté vers l'avenir, que notre présent s'écoule à partir de notre avenir et non pas à partir de notre passé, eh bien je crois qu'il y a bien évidemment dans cette possibilité-là la possibilité de neutraliser notre inconscient. Et il nous reste à voir une dernière chose, c'est à voir comment et sous quelle forme cela peut se représenter. Nous qui évidemment ne sommes ni des sportifs, ni des musiciens, ni des acteurs dans notre vie, mais qui avons à vivre tout simplement réellement notre vie. Donc est-ce qu'il y a dans notre vie quelque chose qui peut venir me permettre, j'ai envie de le dire comme ça, quelque chose qui puisse me permettre de faire le sportif, le musicien ou l'acteur. Pour faire le musicien ou l'acteur, eh bien, je crois qu'il faut se rappeler d'abord que tous les hommes sont des êtres parlants. Voilà. Nous ne sommes pas seulement des êtres percevants, nous ne percevons pas seulement le monde, nous sommes aussi capables, comme le rappelait Descartes, évidemment, de nous exprimer et de parler. Or, il se trouve qu'il y a un registre de la parole qui engage l'avenir. Oui, lorsque nous parlons, nous ne faisons pas seulement mémoire, nous ne faisons pas seulement parole d'historien, nous ne racontons pas, nous ne faisons pas seulement des récits de ce que nous avons vécu. Nous sommes aussi capables, évidemment, de décrire et de dire l'avenir. Alors, évidemment, dans les temps antiques, ça prenait un peu la figure d'une prédiction. Voilà, on allait consulter les augures, on allait essayer de prédire l'avenir. Il y a toute une parole prophétique qui atteste de la possibilité pour la parole d'ouvrir l'avenir. Mais nous ne sommes ni des prophètes, ni des magiciens, ni des augures, ni rien de tout cela. Nous sommes des êtres qui parlons et nous essayons de recouvrer notre liberté à travers cette parole. Alors, comment pouvons-nous faire? Eh bien, il y a quelque chose qui, malgré tout, vient s'ouvrir et se proposer à tous les êtres humains. C'est-à-dire, il y a la possibilité pour les êtres humains, quels qu'ils soient, les petits, les grands, les enfants, les vieux, tout le monde, il y a la possibilité d'engager l'avenir par une parole. Et cet engagement de l'avenir par une parole, ça s'appelle tout simplement une promesse. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue d'absolument magnifique dans cette capacité qui s'ouvre dans le champ même de la parole des hommes, la capacité d'engager l'avenir sur une parole, c'est-à-dire de promettre. Or, regardons bien ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Eh bien, une promesse, ça consiste à dire « je ferai ». Telle ou telle chose. C'est bien quelque chose qui s'ouvre vers l'avenir. On ne promet rien sur le passé, parce que dans le passé, on ne peut rien changer. Mais je peux engager quelque chose sur l'avenir, et je peux m'engager auprès de quelqu'un pour, évidemment, faire quelque chose. Ou je peux m'engager, d'ailleurs, vis-à-vis de moi-même, pour me promettre à moi-même quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire que faire une promesse? Eh bien, ça veut dire exactement ce que fait le musicien devant sa partition ou le sportif devant sa course. Ça veut dire, voilà, je me représente quelque chose dans l'avenir, quelque chose que je veux faire, quelque chose que je tiendrai, et bien évidemment, la vérité de la promesse consiste non pas à la formuler, mais à la tenir, c'est-à-dire à réaliser ce que je me suis engagé à faire. Or, il va de soi que lorsque je m'engage à faire quelque chose, eh bien, et si je suis concentré sur cet engagement, eh bien, il va de soi que je ne subis plus l'influence de mon passé. Je prends un exemple assez simple. Lorsque, voilà, vous avez un ami qui se retrouve à l'hôpital, malheureusement, ça peut arriver en ces temps d'épidémie, et vous téléphonez à cet ami, et cet ami vous demande de venir le voir, et puis vous n'avez pas tellement envie, vous avez d'autres choses à faire. Donc voilà, vous faites un peu tirer la patte, comme on dit. Et malgré tout, cet ami arrive à vous convaincre et pour vous engager de façon assez forte. Et il vous dit, promets-moi de venir me voir à l'hôpital, promets-le-moi. Et là, vous sentez bien, d'ailleurs, dans cet engagement pris, qu'il peut y avoir quelque chose d'absolument essentiel qui se joue. Voilà, je vais promettre. Promettre, ça veut dire en réalité décider de son avenir. Et si je promets d'aller voir mon ami ce soir à l'hôpital,
il va de soi qu'à partir de ce moment-là, toute ma journée va s'orienter, va s'organiser pour que je puisse tenir cette promesse. Or, et c'est bien ça qui est formidable, c'est que si ma journée s'organise pour tenir cette promesse, eh bien, en réalité, je vais être soudainement absolument protégé de tout surgissement ou de toute clandestinité de mes désirs. Admettons qu'au moment même où je parte voir mon ami à l'hôpital, je croise un autre ami qui, lui, m'invite à venir boire un coup chez lui ou n'importe où ailleurs. Et évidemment, c'est également un très bon ami, et c'est la perspective d'un bon moment à passer en amitié. Voilà, sauf que immédiatement, je vais me rappeler, non, je peux pas. Je vais lui dire, écoute, je suis désolé, je ne peux pas. J'ai promis à machin d'aller le voir à l'hôpital, et je tiens absolument à tenir ma promesse. En d'autres termes, on voit bien que cette projection, cette concentration sur l'avenir, eh bien, me protège soudainement et me met à l'abri de l'influence de tous mes désirs, c'est-à-dire de tout mon passé. Cet ami qui surgit de mon passé est un peu comme une influence de mon inconscient, voilà. Du moins, il n'y a pas de raison que l'influence de l'inconscient ne reçoive pas la même sanction. Voilà, c'est un vestige, un retour du passé qui m'invite et qui veut influencer mon présent, et je le rejette, je le refuse, parce que je tiens à ce que mon présent soit sous la domination extrinsèque de mon avenir, et sous la domination extrinsèque d'ailleurs parce qu'elle est extérieure à mon présent, mais en même temps exclusive de mon avenir. Voilà, donc je tiens absolument à cela, et c'est parce que je tiens à cela que je neutralise absolument toutes les influences de mon passé. Donc il y a bien dans la promesse quelque chose, pour autant que nous nous concentrions et que nous soyons capables de concentrer absolument la totalité de notre existence, eh bien il y a là quelque chose qui permet de neutraliser le passé. Alors évidemment la question serait, parce que promettre d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, c'est une chose qui peut-être me protège de l'influence de mon inconscient pour quelques heures, mais ça n'ira pas au-delà. Voilà. Maintenant, il n'est peut-être pas exclu que je puisse formuler des promesses un peu plus radicales, un peu plus longues, des promesses qui engagent la totalité de mon existence et qui pourraient m'offrir ou me permettre en tous les cas de neutraliser définitivement l'influence de mon inconscient, si tant est que je puisse formuler une promesse qui engage la totalité de ma vie. L'idée n'est pas à exclure, la possibilité n'en est pas nulle. Il se pourrait fort bien que s'ouvre devant notre existence la possibilité d'engager radicalement notre existence vers une destination qui ne serait pas seulement une destination pour ce soir ou pour demain, mais une destination même de l'existence qui me permettrait alors, si j'arrivais à me concentrer pour la réaliser et pour la tenir, eh bien, à me protéger radicalement de toute espèce d'influence du passé.